Bonjour, c'est Fabrice d'Almeida. C'est une histoire exceptionnelle que je vous propose, en 3 épisodes. Nous allons replonger dans la dernière décennie que nous venons de vivre, avec un grand témoin, François Hollande, l'ancien président de la République, pour comprendre comment la France en est arrivée là, à ces tensions actuelles. Au cœur de l'histoire. Les Français, en ce 6 mai, viennent de choisir le changement en me portant à la présidence de la République. Je mesure l'honneur qui m'est fait et la tâche qui m'attend. Devant vous, je m'engage à servir mon pays avec le dévouement et l'exemplarité que requiert cette fonction. Alors je suis à Tulle, là, le 6 mai, devant une foule impressionnante qui m'attend déjà depuis 1 heure ou 2. Le résultat vient d'être connu et je dois prononcer les premiers mots, ce que l'histoire gardera. Dès les premières minutes, c'est celle de la responsabilité qui arrive. C'est-à-dire, là, je dois déjà annoncer ce que je vais commencer à faire. Et ça vient très très vite. Le moment de joie, si joie il y a quand même un moment, une intensité qui vous saisit, il dure très peu de temps. C'est très, très délicat d'ailleurs, parce que la joie est tellement grande chez ceux qui vous écoutent, et vous, enfin moi en tout cas, j'étais déjà préoccupé par ce qui m'attendait. J'avais déjà reçu un coup de téléphone d'Angela Merkel qui me demandait de pouvoir la rencontrer, d'Obama, et je savais ce qui nous attendait, notamment parce que j'avais annoncé qu'on retirait nos troupes d'Afghanistan. Donc voilà, déjà, j'étais président sans lettre, puisqu'il a fallu attendre 8 jours, comme à chaque fois, pour qu'il y ait la transition. Voilà ce que je peux dire pour beaucoup de ceux qui s'interrogent, pour dire comment ça se passe. Est-ce que c'est une joie immense? C'est une joie très courte. Et c'est une responsabilité immense. François Hollande a donc été le second président de gauche de la Ve République. Il a accepté de se livrer à un exercice inédit. Revenir sur les années passées, celles qui ont précédé son mandat et celles qui l'ont suivi, pour comprendre le malaise français. C'est la première fois qu'un ancien chef de l'État se livre ainsi à chaud. Son analyse ne laisse pas indifférent que l'on soit pour ou contre. Mais elle nous fait voir de l'intérieur les arcanes du pouvoir. Et je vous emmène donc au cœur de notre histoire. Notre histoire commence à Reims, en novembre 2008. La France est sortie de la présidence de Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy l'a emporté face à la candidate de gauche, Ségolène Royal. François Hollande, lui, est le premier secrétaire sortant du Parti socialiste. Au congrès de Reims, qu'il observe en spectateur, les divisions sont exacerbées, vous allez l'entendre. Ségolène Royal est huée et Martine Aubry prend la tête du parti malgré des accusations de tricherie. Elle veut maintenir un ancrage ouvrier. Cauchemar, confusion, déception, désamour, division, blocage, honte et coma. Ce matin, 3 candidats émergeaient pourtant pour succéder à François Hollande à la tête du PS, Ségolène Royal, Martine Aubry et Benoît Hamon. Il faut nous soigner de toutes ces petites et grandes blessures. Alors nous avons aussi cette obligation, mes chers camarades, celle de soutenir le mouvement ouvrier. Le congrès de Reims voit donc des ruptures en terre socialiste, entre Ségolène Royal, Martine Aubry et Bertrand Delanoë. Jean-Luc Mélenchon a choisi alors de quitter ce parti. La gauche se fractionne. Mais que fait François Hollande dans cette France qui penche désormais franchement à droite? Après 11 ans à la tête du Parti socialiste, je décide de prendre une liberté, non pas par rapport à mes engagements, par rapport à mes convictions, mais par rapport à la responsabilité que j'avais eue de parler au nom d'une communauté qui, on l'a vu, était déjà divisée. Et ce qui était souvent une parole regardée comme celle d'une synthèse, et donc pas toujours audible et peut-être même intelligible, retrouvant ma liberté, je retrouve le contact avec les Français et l'intérêt
des médias et d'un certain nombre de commentateurs ou d'intellectuels qui se disent que peut-être là, il y a une pensée qui s'élabore. Et il se trouve que pendant le même temps, j'exerce des responsabilités locales dans mon département, la Corrèze, et que c'est cette double expérience d'élu local et d'acteur politique qui réfléchit davantage qu'il ne l'avait fait dans le passé à ce que peut être la nouvelle configuration née de la crise, qui fait que je trouve un chemin qui ne m'était pas forcément ouvert quand j'étais premier secrétaire du Parti socialiste. La crise est là. La faillite de la banque Lehman Brothers le 15 septembre 2008 crée un effondrement financier. On redoute une explosion du système. Le président Nicolas Sarkozy se montre alors comme un des sauveurs de l'économie. Le 26 septembre 2008, il prononce à Toulon un discours qui marque le retour du contrôle politique sur les banques. Dire la vérité aux Français, c'est leur dire que la crise actuelle aura des conséquences dans les mois qui viennent sur la croissance, sur le chômage, sur le pouvoir d'achat. Il nous faut trouver un nouvel équilibre entre l'État et le marché. Le laisser-faire, c'est fini. Le marché tout-puissant qui a toujours raison, c'est fini. François Hollande observe cette politique avec scepticisme. À l'époque, il feignait de croire que la crise n'était pas si grave. Aujourd'hui, ses analyses sont plus nuancées. Et il voit même d'un bon œil le diagnostic de son prédécesseur Nicolas Sarkozy, même s'il met en cause sa politique. Il a raison quand il dit ce que va être la conséquence de la crise de 2008. C'est-à-dire, c'est pas simplement une crise financière, elle va avoir des répercussions, des traductions sur l'économie réelle, donc sur l'emploi, le pouvoir d'achat, la croissance. Et puis, il en arrive à un deuxième élément de réflexion sur ce que doit être le partage entre l'État et le marché. Là aussi, il a raison, sauf que la politique qu'il va mener ensuite va être assez loin de cette conception, disons, volontariste et interventionniste que le discours laissait penser possible. Mais là-dessus, je ne vais pas le contredire. Je pense que quand il y a une crise de cette ampleur, ce qui est attendu, c'est que l'État prenne ses responsabilités et que l'Union européenne, et notamment les pays de la zone euro, soient à la hauteur du défi qu'il aurait lancé. Et ce que l'on peut regretter, et ça a eu des conséquences sur toute la décennie, c'est que les décisions qui étaient attendues sont arrivées trop tard et qu'il n'y a pas eu la prise en compte de ce que cette crise des subprimes, devenue une crise financière, devenue une crise de l'endettement, avait pour conséquence, c'est-à-dire de justifier une maîtrise davantage des mouvements financiers, un contrôle sur les banques et une rénovation, une réflexion sur les produits financiers. Bon, il a fallu attendre finalement la fin de 2010, 2011 et surtout 2012 pour qu'on trouve les réponses. Mais entre une crise qui survient en 2008 et des réponses qui sont, complétées jusqu'en 2012, 4 ans quand les États-Unis, qui sont à l'origine de la crise, c'est une crise qui vient de l'Amérique et de ses débordements et de ses spéculations, eh bien, tout ce qu'on peut dire du pouvoir fédéral américain, y compris parfois sa faiblesse, les États-Unis ont été capables d'agir beaucoup plus vite et ont eu un retour de la croissance beaucoup plus tôt. Donc on peut faire des diagnostics justes. La France, nous sommes excellents en matière de diagnostic et nous sommes plus lents en matière de thérapeutique. C'est ainsi que la pensée de François Hollande se nourrit d'une critique du système économique et financier. Nicolas Sarkozy en fera un jour les frais, mais pour l'heure, tout l'enjeu est de gagner la primaire socialiste qui se profile. À l'époque, le candidat favori est Dominique Strauss-Kahn. Personne ne sait ce qui peut se produire dans les mois qui vont venir. Mais ce candidat ne fait pas l'unanimité, on peut le dire, à la fois pour ses positions politique et pour sa fonction à l'époque de directeur général du FMI. Donc je sens, à mesure que j'avance, à mesure que je me déplace dans le pays, à la fois une certaine sympathie de l'opinion et un certain intérêt des élus pour les idées que je peux représenter. Dans cette période, ce que je vois, c'est surtout le besoin d'apaisement et de réconciliation. C'est en ce sens qu'on peut faire une comparaison avec aujourd'hui. Nicolas Sarkozy, c'était dû à la période, c'était dû aussi à son tempérament et à la politique qu'il menait, avait fracturé profondément l'opinion. Et puis, il y avait aussi eu des mouvements sociaux importants sur des réformes comme les retraites, qui avaient là aussi créé de l'adversité et de la colère. Il y avait aussi
dans les banlieues, un certain nombre de mouvements qui s'étaient répétés, sans être comparés à ce qui s'était produit en 2005. On sentait bien qu'il y avait là un feu qui n'était pas éteint. Déjà, je sentais aussi dans les départements ruraux que je pouvais traverser qu'il y avait une espèce de coupure qui s'installait entre ceux des grandes villes, on disait pas encore les métropoles, et ceux qui vivaient dans des territoires plus éloignés. Et ce que je représentais, c'était justement cette faculté de compromis, d'apaisement, de réconciliation et d'unité du territoire. C'est ça que j'essayais d'incarner d'ailleurs. Et même face à ce qui pouvait être à l'époque mon concurrent au sein du Parti Socialiste, je pense à Dominique Strauss-Kahn, qui était assez identifié au milieu dirigeant. Je représentais cette aspiration. Mais un événement va tout changer. Nous sommes le 14 mai 2011 et la nouvelle est un coup de tonnerre. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York, détenu, inculpé d'agression sexuelle sur une femme de ménage, un tremblement de terre politique à 1 an de la présidentielle. J'ai appris cette nouvelle dans la nuit, je dirais vers 2h, 3h du matin, parce que j'ai reçu des appels et l'information m'a sidéré, parce que c'était totalement inimaginable. Voir un dirigeant, un responsable d'une institution financière la plus réputée au monde, être emprisonné pour des faits qui n'étaient pas encore bien connus, et avec les conséquences que l'on imaginait sur la vie politique, et pas simplement sur la primaire du Parti Socialiste. Oui, tout ça m'a saisi de stupeur, mais ça ne m'a pas réjoui en aucune façon. Ça m'a pas réjoui d'ailleurs à titre personnel, parce que je voyais un homme humilié, un homme déchu, et moi, je ne suis jamais friand de ces images-là, que je trouve terribles, parce qu'elles vous suivent et vous poursuivent. Et je trouvais que le sort infligé à Dominique Strauss-Kahn, même si rien ne pouvait excuser ce qui avait pu être fait, je trouvais que c'était très dur à vivre. Deuxièmement, je ne me suis pas non plus satisfait d'être privé, d'une certaine façon, d'une primaire qui m'aurait permis de montrer que j'étais un socialiste, social-démocrate, mais qui n'épousait pas les thèses du marché ou d'une forme de complaisance à l'égard de la finance. Et je trouvais que Dominique Strauss-Kahn pouvait être un concurrent certes redoutable, peut-être aurait-il gagné, mais qui mettait le débat à un niveau qui me paraissait intellectuellement et politiquement intéressant. Donc j'en ai été privé. Je pense que d'ailleurs ça m'a coûté dans ma présidence. Parce que beaucoup ont dit, oui mais François Hollande, il a été candidat parce que Dominique Strauss-Kahn n'a pas pu l'être, et il a été élu parce que c'était Nicolas Sarkozy qui était le sortant, comme si ce que je représentais, ce que j'essayais de porter, était considéré comme secondaire par rapport finalement à une circonstance. Dominique Strauss-Kahn pas candidat, et Nicolas Sarkozy candidat, mais ne rassemblant pas tout son camp. Voici donc la France plongée dans la dramaturgie de la campagne. François Hollande a battu Martine Aubry à la primaire. Il est désigné candidat par les socialistes. Il veut porter une politique économique plus interventionniste. Il en donne un aperçu lors du discours du Bourget le 22 janvier 2012 en dénonçant la finance. Mon véritable adversaire, il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Maîtriser la finance commencera ici par le vote d'une loi sur les banques qui les obligera à séparer leurs activités de crédit par rapport aux opérations spéculatives. Ce discours de candidat vise à lui donner une position ferme à gauche. Le but est de se positionner face à une droite toujours perçue comme libérale, mais pas seulement. Ma candidature, telle que moi je la pose, et la dépose et la défends, c'est une candidature de gauche de gouvernement qui va assumer une responsabilité très lourde, très grave, qui est de remettre la France en situation compétitive et en capacité à pouvoir sortir d'une spirale d'endettement. C'est donc d'affronter la réalité. Mais c'est aussi une candidature qui sait désigner l'adversaire. C'est pas Nicolas Sarkozy ou la droite. Ce serait vraiment très réducteur. Le vrai adversaire, celui qui nous a mis dans la crise, celui qui nous contraint à des politiques d'austérité dans beaucoup de pays européens, celui qui a déstabilisé des entreprises, qui a été jusqu'à créer un niveau de chômage jusqu'à 12% en France. Il a bien une responsabilité, cet adversaire. Et c'est une finance non pas
la finance au sens de tous ceux qui contribuent à financer l'économie, mais ceux qui vivent de la rente, vivent de la spéculation, vivent du désordre, provoquent des déséquilibres dans l'économie réelle, et sans d'ailleurs qu'ils aient à en souffrir le moins du monde. Donc je revendique cette position, mais on a extrait une phrase, et on a eu raison, c'est une phrase qui a été retenue, parce qu'il faut à un moment que l'on puisse désigner ceux que l'on va essayer de maîtriser et de combattre. Mais j'assumais la part de réalité sur laquelle il n'y a pas d'action possible au sein d'un gouvernement européen. Peu après, François Hollande fait une autre proposition qui a fait bondir. Poser une taxation à 75% au-delà d'1 million d'euros de revenus annuels. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans la campagne, dans la dernière étape de la campagne. Sont révélées à ce moment-là des rémunérations extravagantes ou exceptionnelles, comme l'on voudra, pour un certain nombre de dirigeants de groupes français. Il y avait aussi, c'est vrai, une concurrence au sein de la gauche et avec Jean-Luc Mélenchon, qui à l'époque n'avait pas les excès que l'on connaît aujourd'hui, mais était sur un terrain où il exacerbait un certain nombre de passions, où il montait dans les sondages, et avec le risque d'ailleurs que je n'arrive pas le premier lors du scrutin de premier tour. Or, pour moi, l'objectif était bien d'arriver le premier. Donc je suis à une émission de télévision, je m'en souviens encore, et on me dit « Qu'est-ce que vous allez faire ?» Et c'est là que j'avais conçu l'idée qu'il fallait que, au-dessus d'1 million d'euros par an, il y ait un prélèvement de 75%. Le prélèvement, à ce moment-là, était de l'ordre de 50 à 55%, et donc on le portait à 75% pour 2 ans. Cette proposition a été bien sûr entendue. Peut-être a-t-elle là aussi laissé penser que on allait aller ou trop loin pour certains, ou pas assez pour d'autres, mais en tout cas, elle a été un élément du débat. Est-ce qu'elle a été décisive pour reprendre de l'avance par rapport à mon concurrent à gauche, ou être capable de susciter un soutien supplémentaire des électeurs indécis? Je n'en sais rien. Mais il se trouve que j'ai quand même fait cette disposition, même s'il y a eu à un moment une intervention du Conseil constitutionnel, et pendant 2 ans, on a bien appliqué les 75%. Alors ce qui m'amuse aujourd'hui, enfin c'est un amusement tout à fait relatif, c'est que dans le mouvement qui a suivi celui des Gilets jaunes, il y a des propositions qui s'élaborent, et pour ne pas rétablir l'impôt sur la fortune, certains en sont arrivés, y compris dans les rangs du pouvoir actuel, à imaginer un prélèvement qui serait de l'ordre de 60-70%. J'allais dire pourquoi pas 75%. Comme quoi, il y a quelquefois des idées qui se recyclent, et pas forcément toujours les meilleures. Mais à ce moment-là, c'est Manuel Valls qui était le directeur de la communication de la campagne, et avec un conseiller, Aquilino Morel, qui avait eu l'idée de me faire cette proposition que j'avais acceptée. Donc j'en prends pleinement ma part. Après avoir viré en tête, François Hollande se retrouve face à Nicolas Sarkozy pour le grand débat, le 2 mai 2012. On se souvient des phrases si souvent entendues. L'anaphore « moi président ». À la sortie du débat, dans les coulisses, les 2 hommes livrent leurs impressions. Vous allez entendre d'abord Nicolas Sarkozy étonné par l'agressivité de son concurrent, puis François Hollande, pas mécontent de sa performance. Il n'y a pas que moi qui l'ai trouvé agressif, mais bon, c'est comme ça, c'est sa personnalité. Oui, il y a eu des moments rudes, âpres, lorsque Nicolas Sarkozy parle de mensonges, de calomnies. Le mensonge ne peut pas être proféré comme un argument. C'est une faiblesse. Je comprends que Nicolas Sarkozy l'ait vécu sur ce mode-là. Parce que quand on est président sortant, qu'on a une exigence de respect à faire accepter, y compris à son concurrent, toute attaque devient presque une forme d'inélégance ou de mise en cause du statut même du président. Mais j'ai considéré que le débat devait être sur l'essentiel, c'est-à-dire pas sur les personnes, ça, je pense que je m'en suis écarté, mais sur les politiques. Et j'ai été effectivement dur sur les pratiques politiques. Puis il y a eu cette tirade qui est restée dans les mémoires sur moi président, qui, c'est vrai, était une forme de distinction par rapport à ce qu'avait pu faire mon prédécesseur. Mais j'imagine ce que ça a été, parce que quand on a été président, quels que soient les choix que l'on a pu faire, et les miens ont été différents de ceux de Nicolas Sarkozy, on a le sentiment d'avoir fait son devoir, et donc d'être contraint de se justifier, de s'expliquer, de supporter des attaques. C'est pas forcément facile à comprendre. Mais c'est pour ça que j'avais quand même raison de dire, on peut pas dire à son interlocuteur qu'il est un menteur.
il dit sa vérité. Il ne la tronque pas. Il dit sa vérité. Il y a quelquefois deux vérités, deux franchises qui s'interposent et qui s'entrechoquent. Est-ce qu'un débat, c'est toute la question, est décisif pour l'élection présidentielle? Beaucoup ont dit que j'avais remporté ce débat. Et c'est sans doute exact que la phrase qui en a été tirée était plutôt à mon avantage et que Nicolas Sarkozy n'a pas voulu y répondre et a sûrement commis, de ce point de vue-là, en termes de conduite de débat, une erreur. Mais je crois que ça n'a rien modifié. On mythifie les débats présidentiels et on occulte en réalité la force des tendances qui se dessinent. Je dois même dire que Nicolas Sarkozy s'est adressé, lui, à un électorat plus à droite que le sien, parce qu'il avait compris que c'était celui qui pouvait éventuellement lui permettre de gagner peut-être, en tout cas de faire le meilleur résultat possible. Et je crois que ce débat n'a rien changé, sauf que peut-être ça a laissé des cicatrices. Visiblement, elles ne sont pas refermées. Le 6 mai 2012 se déroule l'élection présidentielle. François Hollande l'emporte face à Nicolas Sarkozy. Après avoir prononcé un premier discours à Tulle, il arrive à Paris, place de la Bastille, devant ses supporters. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi je vous ai entendu. J'ai entendu votre volonté de changement. J'ai entendu votre force, votre espérance. Et je veux vous exprimer toute ma gratitude. Merci. Merci. Merci, peuple de France, ici rassemblés, de m'avoir permis d'être votre président de la République. Je voulais être un président, l'expression, je l'avais utilisée dans la campagne, normal, c'est-à-dire humain. Je voulais que l'on puisse regarder celui qui exerce le pouvoir comme bien sûr celui qui a le pouvoir, et donc le pouvoir de décider, qui a forcément la solennité qui s'impose à cette fonction, mais qui reste un homme ou une femme, un citoyen qui sait d'où il vient et qui sait où il sera dans quelques années, c'est-à-dire comme un Français. Et je n'ai jamais voulu être sur une espèce de conception divine ou supérieure, parce que c'est ce qui a peut-être fait du mal à la fonction présidentielle. D'autant que le quinquennat l'a réduite pas simplement en temps, mais l'a réduite aussi en capacité d'action, parce que il faut agir tous les jours et pas simplement se mettre au sommet sur une hauteur et regarder les grandes orientations, comment elles s'exécutent. Mais le futur président, lui aussi emporté par l'enthousiasme, n'a pas brossé le portrait réel de la France. Aujourd'hui, il regrette de n'avoir pas été plus réaliste vis-à-vis des électeurs. Il fallait dire davantage que la France pouvait être bousculée par la spéculation, que les taux d'intérêt pouvaient flamber, que les déficits étaient vertigineux, que l'endettement public avait progressé de 60% de la richesse nationale à 90% au moment où j'ai pris la responsabilité du pays, et qu'il y avait une compétitivité totalement dégradée. Et comme je ne l'ai pas suffisamment dit, et comme les Français, bien sûr qu'ils l'imaginaient, mais ne voulaient pas forcément le voir, eh bien, ils espéraient que le chômage s'inverserait dans sa courbe très rapidement, que les entreprises iraient forcément mieux dès que je serais là, que la confiance reviendrait, et que mon slogan qui s'appelait « Le changement, c'est maintenant », eh bien, pour eux, c'était tout de suite. Le nouveau président s'est-il hissé à la hauteur de l'histoire? Quels obstacles a-t-il rencontrés? Réponse en écoutant notre grand témoin François Hollande dans le 2e épisode de cette décennie déchirante.